Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le Parlement européen recevait Emmanuel Macron, président de la République française. Un discours attendu que vous avez suivi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je voudrais tout d'abord vous dire, avant cela, puisqu'il s'est exprimé devant le peuple français, au cours de deux interviews assez inédites, une au 13h avec M. Jean-Pierre Pernaut, toujours très aimable et souriant comme à son habitude, et une autre où il avait choisi comme sparring partners, comme on dit à la boxe, deux journalistes qui l'ont cuisiné pendant 2 heures. Je ne dis pas qu'il se soit forcément très mal sorti de l'exercice, mais cet exercice m'a laissé un sentiment de malaise, précisément par l'abaissement de la fonction qu'il impliquait. Et notamment, je dois dire, le débraillé, affecté de M. Plenel, l'ancien trotskiste, de M. Bourdin, qui évidemment ont affecté de ne pas lui donner ce qui est quand même élémentaire s'agissant du chef de notre État, qu'on le veuille ou non. Du Monsieur le Président, non, c'était Emmanuel Macron. Et comme dit Bourdin, répondez Emmanuel Macron. Je trouve que cet exercice, l'un et l'autre venant sans cravate, l'autre en polo, cet exercice était assez déplaisant. C'était dimanche dernier, mais il y a quand même eu des sujets qui ont été abordés lors de cette interview dimanche soir. Oui, la SNCF, etc. Il n'y a qu'un seul, je ne veux pas tout commenter parce que ce serait beaucoup trop long sur la SNCF, j'ai déjà dit ce que je pensais. Il ne m'a pas convaincu. Il est bien évident que la privatisation de la SNCF, c'est un préalable en quelque sorte à la découpe par appartement, pourrais-je dire, comme ça a été le cas pour le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, qui était un monopole très florissant et qui n'existe plus aujourd'hui en France. Bon, il y a un point sur lequel quand même Plenel a marqué l'essai, à mon avis, c'est précisément quand il a dit, bon, le statut, on discute, est-ce que 3 000 € par mois en fin de carrière pour un cheminot, c'est trop? Mais enfin, il y a quand même, par exemple, le problème de Mme Florence Parly, qui est révélateur, puisque c'est grâce au fait qu'elle est devenue ministre des Armées, de la Défense, en l'occurrence. Ce pourquoi elle n'avait pas beaucoup d'expérience, c'est pas de faire injure que de le lui dire, mais c'est grâce à ça qu'on a connu son salaire. Et c'est grâce à sa déclaration. Alors le salaire de Mme Parly, je vais vous le dire... Qui travaillait à la SNCF avant d'être ministre. Travaillait à la SNCF avant d'être ministre. Elle était la directrice, en quelque sorte, des TGV, quoi, de la partie. C'était une directrice adjointe de M. Pépi. Je serais curieux de savoir ce que gagne M. Pépi, d'ailleurs, au passage. Parce que ces gens-là, effectivement, ils sont hors statut. Mais ce hors statut, ça ne leur nuit en aucune façon. Parce que Mme Parly gagnait 52 569 € par mois au cours des 6 derniers mois de l'année 2017. Voilà. Plus de 50 000 € par mois de salaire, c'est évidemment 6, 8, 9 fois plus que ce qu'elle aurait gagné comme haut fonctionnaire, car au départ c'est un haut fonctionnaire. Madame Parly n'a pas créé l'industrie du rail en France, c'est évident. Bon, à quoi il faut ajouter quand même les jetons de présence qu'elle percevait, car ça lui laissait quand même des loisirs, d'assister à certains conseils d'administration, Ingenico et Altran, je ne parle pas des autres, auquel elle siégeait également. Là, ça lui faisait au total plus de 16 000 € par mois. Alors, rajouté aux 52 000 52 000 plus 16 000, ça fait exactement 68 764 € par mois. Alors, on peut comprendre, je n'excuse pas les grèves sauvages, ou perlées, qui prennent les usagers en otage. Je ne dispense pas la CGT de sa responsabilité dans le refus de modernisation, dans la sclérose de la SNCF, mais tout de même, je dois dire qu'on peut comprendre la colère d'un certain nombre de salariés à qui on vient dire « Ah ben oui, mais votre statut, quand même, ça vous donne un avantage, etc. » Bon, ce petit avantage-ci, ce petit avantage-là, quand ils voient que de hauts fonctionnaires, qui ne sont que des fonctionnaires. Bon, mais Mme Parly, encore une fois, n'est pas un industriel, gagne 70 000 € par mois.
Allez, revenons à Emmanuel Macron, ici à Strasbourg. Alors, Parlons de questions européennes pour Mme Tesson. 3 heures de débat, je n'ai malheureusement pas pu prendre la parole, mais ça, ce sont les règles internes à ce Parlement. Il a avancé ses pions, il a parlé de l'Europe qu'il souhaitait eh bien, écoutez, renégocier. je ne suis pas beaucoup plus avancé. Parce que tout ça n'est pas très clair, parce qu'évidemment, il a beaucoup parlé de ses relations avec l'Allemagne, mais on n'a pas manqué de le lui dire, à peu près sur tous les bancs, que cette Union européenne, ce n'était pas seulement le couple franco-allemand, il y en avait d'autres. Il a, comme beaucoup d'orateurs de la majorité, beaucoup vilipendé les eurosceptiques, les nationalistes, comment dit-on exactement, les souverainistes, les populistes, voilà l'injure suprême, les populistes, voilà. Alors nous sommes une minorité, nous n'avons aucune part dans les échecs de l'Union européenne, puisque malheureusement, étant une minorité, nous n'avons jamais eu part aux décisions. Mais vous la critiquez sans cesse. Il a même eu d'ailleurs un mot assez étrange, qui évidemment follement applaudi sur les bancs de cette majorité. C'est à savoir, si vous n'êtes pas content de l'Union européenne, si vous n'êtes pas content de ce Parlement, pourquoi est-ce que vous y siégez? Vous n'auriez pas dû vous porter candidat. Et ça, M. Macron ne sait pas que dans une démocratie, il peut y avoir une opposition, et même il peut y avoir une opposition au système, de l'intérieur même du système. Il n'aurait peut-être pas admis, ou il a peut-être oublié que, par exemple, sous la monarchie, il y avait, sous la monarchie de Juillet, ou sous la Restauration, il y avait des députés bonapartistes. Et que sous la République, il y avait des députés monarchistes. Que sous le Second Empire, il y avait des députés républicains. C'est d'ailleurs eux qui, le 4 septembre 1870, ont proclamé la République. Bon, on aurait pu leur dire, mais vous êtes des députés républicains, qu'est-ce que vous faites dans le corps législatif, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, dans le corps législatif de l'Empire. Emmanuel Macron, en revanche, était attendu sur la question des frappes menées conjointement par la France sur la Syrie, conjointement avec les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne. Est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu sur ces questions-là? Je crois savoir que vous étiez nombreux à protester contre ces frappes. Oui, nous avons été nombreux à protester, surtout dans le débat de l'après-midi, où là j'ai pu très brièvement m'exprimer sur cette affaire syrienne qui est quand même extravagante. Les images sont terribles tout de même. Alors, les images, bien sûr, les images que l'on montre sont faites pour susciter l'émotion. Mais d'abord, moi je trouve que toute cette affaire, elle pose quand même un certain nombre de questions, n'est-ce pas? En particulier, ces images, d'où viennent-elles? Quand ont-elles été prises? À quel endroit? Personne ne nous le dit. Alors, ce qu'on sait en réalité, quand on creuse un petit peu, c'est qu'elles ont été fournies par les tenants de ce secteur de la Ruta orientale. Bon. Quand c'est convoyé par le fameux, l'unique source de certains journalistes, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette observation syrienne des droits de l'homme, il est totalement aux mains des frères musulmans, comme les autoproclamés casques blancs. Les casques blancs, ce sont des qui se déclarent comme ça, ce sont des islamistes qui se sont mis un casque blanc pour ressembler un petit peu au casque bleu de l'ONU. Bon, premièrement. Deuxièmement, deuxième question quand même qui se pose, quel aurait été l'intérêt de Bachar el-Assad? Bachar el-Assad, avant d'être appelé comme successeur de son père, en quelque sorte, c'est vrai, à la tête de la Syrie, il était médecin, ophtalmologiste à Londres. On peut penser que c'est quand même un homme rationnel. Ce quartier de la Ghouta, qui était aux mains on ne nous a pas dit non plus que c'était aux mains des islamistes, des Jaïch al-Islam et d'autres mouvements que j'ai cités. On ne nous a pas dit non plus qu'ils balançaient régulièrement des roquettes sur Damas, et surtout sur le quartier chrétien de Bab Touma. Bon, alors ça n'excuserait pas l'usage de gaz contre la population civile, soit, mais quel serait l'intérêt de Bachar el-Assad qui était victorieux? Il avait encerclé cette zone
les adversaires avaient négocié leur reddition et il y avait un corridor par lequel un certain nombre de milliers d'entre eux s'étaient enfuis. Donc il est 2 heures avant la victoire définitive, Bachar aurait décidé d'utiliser les gaz en sachant que cette fameuse ligne rouge, qui n'est d'ailleurs qu'une décision unilatérale des Occidentaux, et en la franchissant en quelque sorte, il donnait un prétexte pour des frappes contre son pays, et qui pouvait même peut-être mettre sa vie en danger, parce que les missiles auraient pu viser, par exemple, le palais présidentiel. Les frappes ne sont pas justifiées pour vous, ou pas forcément? En tout cas, elles ne le sont pas sur le plan du droit international. Quand M. Macron au Parlement européen, comme d'ailleurs dans l'émission à laquelle je faisais référence tout à l'heure, nous dit qu'il y a une légitimité européenne, une légitimité internationale, il se moque du monde. Bon, il n'y a aucune légitimité internationale puisqu'il n'a pas obtenu l'accord du Conseil de sécurité. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a un veto russe, que les Russes se sont opposés à une enquête indépendante. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Moi, j'ai lu les 3 résolutions du Conseil de sécurité qui ont été présentés au Conseil de sécurité. Ce sont les Américains, et malheureusement les Britanniques et les Français qui s'y sont associés, qui ont fait échec à la motion votée par 6 États, dont la Russie et la Chine, qui proposaient une commission d'enquête indépendante. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, eux, ont proposé une motion belliqueuse qui considérait, comme leur a dit d'ailleurs l'envoyé russe, que l'accusé était condamné avant qu'il y ait eu une enquête ou un procès. On dit qu'il y a déjà eu des enquêtes, notamment de l'organisme chargé de la surveillance de la prolifération des armes chimiques. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, et j'ai d'ailleurs ici le texte de cette enquête. Alors il est en anglais, c'est l'enquête de l'OIAC, l'organisation créée par les Nations Unies et qui surveille la Syrie, l'organisation qui contrôle. C'est une vieille enquête pour l'interdiction des armes chimiques. C'est un rapport qui date de mars, qui date du mois de mars. 2018. Alors OPCW, ça veut dire Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Autrement dit, organisation, c'est ce qu'en français on appelle l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et ils disent très clairement, je vais vous le citer malheureusement en anglais, à propos d'un des sites que précisément les Français ont bombardé, après, en mars 2018, leur conclusion, c'est que it did not indicate the presence of scheduled chemicals in the samples and did not observe any activities inconsistent with obligations. Leur inspection n'a pas indiqué, n'a pas révélé la présence des produits chimiques en cause dans les échantillons qu'ils ont prélevés et qu'ils n'ont observé aucune activité contraire aux obligations souscrites par la Syrie. Voilà. Dans un des 3 sites visés. Ah ben en tout cas dans l'un de ceux, les 2 autres, ils ne pouvaient pas savoir à l'avance quels étaient les sites visés, mais l'un de ceux qui ont été détruits, dont on dit avait déjà été inspecté récemment. On dit d'ailleurs que c'était un centre de recherche sur les gaz, sur les gaz toxiques. Ça me paraît tout à fait absurde, parce qu'il n'y a absolument pas besoin de recherche sur les gaz toxiques. Le sarin, c'est connu depuis très longtemps. Le chlore, vous pouvez en fabriquer dans votre cuisine. Il n'y a aucun besoin de recherche. En fait, ce que la France a détruit, c'est un des bâtiments de la faculté des sciences de l'université. Bâtiment qui avait été construit avec de l'argent français, je vous signale. Bon, avec des aides de la France. Bon. Alors, il y a d'autres choses qui sont extraordinaires, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. On va passer sur un autre sujet, mais quand même, le fait qu'on ait balancé des dizaines de missiles, ce sont des missiles de croisière, ce sont des engins terrifiants. J'ai vu les dégâts en Irak, j'ai vu comment 500 personnes de civils, hommes, femmes, enfants, dans la guerre d'Irak avaient été brûlées vives. Et les lambeaux de chair qu'on a ramassés sur les murs d'un bunker dont le toit, abri pour la population civile, dont le toit de 5 mètres d'épaisseur avait été percé
par ces missiles, par les charges creuses contenues dans ces missiles. C'est absolument épouvantable. Bon. Et on nous dit que ça n'aurait fait aucune victime. Alors, ça veut dire, par conséquent... Aucune victime civile. Aucune victime civile. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des victimes militaires? On ne dit pas plus. Ça veut dire que l'État syrien prétend que non. Ça n'aurait pas, ces sites n'auraient pas été surveillés. Enfin, s'il y a eu un tel déluge de feu, il est inévitable qu'il y ait eu des victimes collatérales, à mon avis. On ne nous a pas montré une seule image de la gigantesque manifestation qui a suivi de soutien à Bachar el-Assad, dont on ne peut pas croire qu'elle soit exclusivement organisée par le régime. Sans soutenir le régime, il y a quand même pour vous des éléments troublants. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Dont on pourrait débattre librement. Je ne dis pas que les gaz n'ont pas été employés, je dis qu'il fallait le vérifier avant de frapper, puis il fallait vérifier qui les avait utilisés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un général britannique qui a dit, mais moi si j'avais été Bachar el-Assad, je n'aurais vu aucun intérêt à utiliser les gaz à ce stade puisque j'avais gagné la partie. En revanche, si j'avais été les djihadistes, l'ultime moyen de me sauver, c'eût été d'organiser justement une provocation et de renverser un baril de chlore près d'un hôpital, pour ensuite bénéficier des photos. Je vous rappelle que la population civile sur laquelle on nous apitoie à juste titre, elle était retenue en otage par les djihadistes dans ce quartier de la Ghouta. C'est les djihadistes qui empêchaient les civils de sortir. Parce que s'ils avaient laissé les civils sortir, l'armée régulière syrienne n'en aurait fait qu'une bouchée. Je veux dire, on nous a tellement abreuvé de mensonges et d'approximations dans ce domaine que ça fait irrésistiblement penser, comme l'a dit Marine Le Pen d'ailleurs, ça fait irrésistiblement penser à l'affaire irakienne. Le général Colin Powell agitant au Conseil de sécurité de l'ONU une fiole censée contenir les produits chimiques fabriqués par l'abominable Saddam Hussein et qui contenait en fait du pipi de chat. J'ai une question à poser à l'ancien doyen de faculté. Si la faculté dont vous étiez le doyen avait été bloquée en grève, comme ça se passe dans de nombreuses facultés françaises, ou peut-être à l'ancien étudiant de mai 68, quelle aurait été votre réaction, Bruno Gollnisch? Aujourd'hui, des dizaines de facultés sont en grève. Moi, je n'aurais pas hésité à faire venir la police. Le problème, c'est que quand on fait venir la police, elle ne vient pas toujours, comme à Montpellier. À Montpellier, où on a vilipendé malheureusement le doyen Philippe Pétel et le professeur Jean-Luc Coronel de Boissezon. Ce sont deux personnalités tout à fait remarquables, des juristes et réputés dans le milieu universitaire. Très réputés dans le milieu universitaire et qui sont aujourd'hui suspendus. C'est un comble. Parce qu'on leur reproche d'avoir laissé entrer des gens qui ont chassé les perturbateurs à coups de pied aux fesses, et même peut-être à coups de latte, mais ces perturbateurs. Et on dit c'est abominable, ils se sont rendus complices de la violence. Mais la violence régnait en maîtresse, en l'occurrence, dans cette faculté, car en réalité, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de commandos qui étaient composés de gauchistes professionnels, il y en a beaucoup, et fanatiques, il y en a un paquet dans la région de Toulouse, de quelques étudiants de gauche en faculté des lettres qui voulaient, passez-moi l'expression, se payer la faculté de droit, laquelle était restée calme et travaillait normalement. Donc c'était très exactement les provocations que dans ma jeunesse j'ai vécues à l'université de Nanterre en 67-68. Strasbourg, Tolbiac, Nanterre et j'en passe. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelle est la possibilité Il faut évidemment faire venir la police. Il faut contrôler les entrées et ne laisser entrer que les étudiants régulièrement inscrits dans la faculté où ils sont inscrits. Au risque de la violence. Au risque de la violence. Aujourd'hui, ceux qui bloquent seraient maltraités par la police. Vous n'aurez pas de violence si vous avez des appariteurs qui contrôlent les entrées. Et qu'en cas de violence contre ces appariteurs, si on essaie de forcer leur barrage, vous faites intervenir les forces de l'ordre. À ce moment-là, je vous rassure, vous n'aurez aucune violence à l'intérieur de l'université. Quant aux assemblées générales prétendues, alors on voit les mêmes méthodes, en particulier à Radio France. J'allais dire Radio France et Radio Moscou. Je souhaiterais que ce soit Radio Moscou, c'est Radio Moscou d'il y a 40 ans, ce rapport. Bon, c'est extraordinaire. On présente les étudiants, c'est toujours les mêmes interlocuteurs, c'est l'UNEF,
c'est l'UNEF qui a une composante trotskiste, une composante communiste. C'est ça qui prétend parler au nom des étudiants. Ce sont des agitateurs professionnels qu'on retrouvera d'ailleurs dans 30 ans comme députés socialistes au Parlement européen, comme Mme Isabelle Thomas, dont ce fut essentiellement le titre de gloire dans une des précédentes agitations universitaires. Bon, c'est absolument évident. Ces assemblées générales n'ont aucune légitimité. La technique est d'entretenir l'agitation, on propose de voter la grève. Si par extraordinaire, il y a des étudiants qui s'y opposent, on le tolère la première fois, mais on va faire durer le plaisir jusqu'à ce qu'ils soient repartis chez eux, et on finira toujours avec le résidu gauchiste présent à faire croire que la grève a été votée. Toutes ces techniques de subversion sont parfaitement connues. Il faut évidemment traduire devant les instances disciplinaires, qui ne sont pas faites pour les professeurs respectueux de leurs fonctions et désireux de la liberté du travail, et il faut virer les agitateurs des facs. Ça sera beaucoup plus efficace que n'importe quoi. Autre intervention de la police à Notre-Dame-des-Landes, cette fois. Je voulais vous dire quand même, excusez-moi de vous interrompre avant que vous posiez ces questions. Je vous en prie. Un exemple quand même du délire des revendications syndicales. Étudiantes, enfin bon, de l'UNEF, soi-disant les étudiants qui demandent ça. Régularisation des migrants clandestins, ça c'est à l'université de Nantes. Obtention automatique de 10 sur 20 pour tous les étudiants. Ça, c'est la revendication de Tolbiac et du Mirail. Islamo-gauchisme et racisme anti-blanc, ça c'est Nanterre, Paris, Saint-Denis, voire antisionisme à Paris 1. Bon, tout ça n'a évidemment aucune consistance. Alors, en ce qui concerne quand même le fond de l'affaire, soi-disant, qui est agité, Parcoursup, par définition, c'est un mode d'accès à l'université qui est très discutable, mais et on pourra en parler, parce que le problème de fond, d'ailleurs à ce sujet-là, c'est qu'en France, le baccalauréat, qui est un examen de fin d'études secondaires, ne devrait être qu'un examen de fin d'études secondaires, et non pas donner un droit automatique à entrer dans les universités. Les universités devraient pouvoir contrôler les aptitudes des étudiants à suivre leur enseignement, parce que si elles ne le font pas, eh bien elles deviennent des parkings à chômeurs. Voilà, c'est ça la réalité que tout le monde connaît dans l'université française et au gouvernement, et que par une fantastique hypocrisie, tout le monde dissimule. Voilà ce que je voulais dire. Pardon de vous avoir interrompu. Vous vouliez me parler de Notre-Dame-des-Landes, oui. Puisque c'est j'oserais dire une zone d'extension des luttes étudiantes et universitaires. Là-bas aussi, il existe une contestation, mais sur un autre modèle. Oui, et la police également, là, est intervenue. Alors, où se trouve l'extension, où est l'œuf et où est la poule, en quelque sorte? Qu'est-ce qui est à l'origine l'un de l'autre? Je crois que ce sont les mêmes mécanismes. Ce sont des agitations gauchistes. Ce sont ces gauchistes dont beaucoup utilisent systématiquement la violence, quitte à se plaindre ensuite des violences policières. Et on l'a vu notamment dans la manifestation de solidarité organisée à Nantes. Et on voyait des citoyens nantais qui se disaient « mais c'est incroyable, c'est toujours les mêmes, on le laisse tout faire, on les laisse tous on les laisse s'attaquer aux forces de l'ordre ». La complaisance envers ces gauchistes, écoutez, ça n'est pas difficile, ça ne serait pas quand même difficile s'ils avaient les ordres, évidemment, aux gendarmes, aux CRS, aux policiers, de les identifier. Moi, j'avais proposé un moyen très simple, c'est effectivement la caméra. Ça fait 30 ans que je dis ça. Il paraît que Gérard Collomb va enfin doter les forces de l'ordre d'une caméra qui permettra, de façon indiscutable devant les tribunaux, de montrer qui jetait effectivement des pierres, qui était masqué, qui avait un cocktail Molotov. Quand vous avez les cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, c'est une tentative d'assassinat. C'est une tentative d'assassinat particulièrement odieuse, puisque ça consiste à essayer de faire griller quelqu'un, de le faire brûler vif. Ces gens-là devraient se retrouver en cour d'assises, aussi sec. Il y a des paysans aussi à Notre-Dame-des-Landes. Et ça refroidirait un peu l'ardeur des autres. Alors vous avez aussi quelques babacools, qui essaient de refaire le coup du Larzac. Mais le gouvernement renégocie d'ailleurs au bout de 10 jours avec eux. Mais c'est là qu'on voit exploitent le terrain. Le gouvernement ne cesse de reculer. Il y avait un projet qui avait été validé par un référendum d'initiative populaire et que M. Macron s'était engagé à faire respecter.
Finalement, pour conserver M. Hulot dans le gouvernement, on a reculé, on a abandonné ce projet aux grandes dames de tous les élus ou de leur immense majorité des collectivités locales, etc. Mais on a dit, mais attention, on va faire évacuer Notre-Dame-de-Landes, dont ces terrains sont devenus la propriété publique, sont illégalement occupés. Alors on fait intervenir les forces, il faut des centaines de gendarmes, etc., pour venir à bout des occupants, mais c'est évidemment ponctuel. Encore une fois, si ceux qui jettent des pavés, des cocktails Molotov ou des choses comme ça ne sont pas interpellés, mis au trou, traduits devant les tribunaux, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, ils reviendront. C'est ce qui se passe. La République se ridiculise. Alors pour les amadouer, on leur dit, bon ben écoutez, soyez gentils, remplissez un petit formulaire, dites-nous que vous avez un projet pour élever des poules ou pour cultiver des fraises, et puis on va vous faire cadeau du terrain. Mais qu'est-ce que les vrais agriculteurs, ceux qui doivent passer par les fourches caudines de la SAFER, ceux qui ont été expropriés. Comment ? Ceux qui ont été expropriés. Ceux qui ont été expropriés. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? Bien sûr. La République se déconsidère complètement. Sur ce point, au moins, M. Macron a raison, sauf que, ayant raison, il ne passe jamais à la réalisation, il ne passe pas aux actes, sérieusement. Passera-t-il aux actes en matière d'immigration ? Le projet de loi a été déposé le 21 février 2018 et il entre en ce moment en examen à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il contient beaucoup de propositions qui font débat. Le Front National, dirigé par Marine Le Pen, a introduit une contre-proposition. Oui. Quelle est votre analyse ? Quel est votre avis ? Je souscris aux contre-propositions qui ont été faites au nombre de 46. Alors on peut discuter de l'une et de l'autre. Est-ce que par le solde migratoire de 10 000, moi personnellement je suis en faveur d'une inversion dans l'ordre et dans la dignité du courant de l'immigration, c'est-à-dire qu'il y ait un peu plus de gens qui repartent que de gens qui n'entrent. Bon, ça n'est pas supprimer toute mobilité, mais le projet de loi gouvernemental, bon, on prolonge un peu la durée de rétention évidemment pour éviter que des gens qui excitent de l'asile mais qui n'y ont pas droit disparaissent de la nature pendant qu'on examine à grands frais d'ailleurs leur candidature. Bon. Alors on nous dit l'asile c'est un droit sacré. D'ailleurs Macron a même dit l'asile c'est un droit inconditionnel. C'est tout à fait faux. C'est un droit tout à fait conditionné l'asile. Et on peut se demander d'ailleurs si ce droit ou si cette convention de Genève est adaptée aux conditions de notre temps. Parce que le droit d'asile s'était fait très clairement pour des gens qui fuyaient des persécutions politiques au péril de leur vie. Bon, or là, il ne s'agit pas, dans la plupart des cas, de gens qui fuient des persécutions politiques au péril de leur vie. Il s'agit bien évidemment de migrants économiques. Donc on peut comprendre la volonté d'arriver chez nous, surtout tant qu'on n'a pas instauré la préférence nationale et qu'on est assuré en France, malgré tout, du seul fait qu'on pose le pied sur le pays, d'un certain nombre de facilités. Bon, alors, le drame, n'est-ce pas, c'est que chaque gouvernement, depuis plusieurs décennies, depuis 40 ans pratiquement, en tout cas depuis 30 ans, ça avait commencé avec le gouvernement Chirac, notamment en 86, mais même avant, sous Giscard d'Estaing, soi-disant, chaque gouvernement pond de nouvelles lois qui sont théoriquement destinées quand même à limiter, à réguler, à organiser plus sérieusement l'immigration. Et ça continue. C'est, comme dirait, avec cet horrible néologisme qu'a fabriqué M. Macron, je ne sais pas s'il se rend compte même que c'est un barbarisme, n'est-ce pas ? On a impuissanté la République. Les gouvernements successifs ont impuissanté l'État qui de fait ne régule rien. Mais plutôt que de voter des nouvelles lois, qu'on commence par agir. Qu'on commence par exemple, dans le cadre d'accords de transfèrement que nous sommes parfaitement en mesure, qui souvent d'ailleurs ont été signés, par renvoyer déjà, pour qu'ils y terminent leur peine, tous les délinquants étrangers qui sont dans nos prisons. Voilà, ce qui serait quand même un geste fort. Bon, et qu'on commence par expulser, effectivement, tous les étrangers
qui sont suspectés, car la présence sur le territoire français, c'est une faveur, ce n'est pas un droit. Donc, contrairement à d'autres mesures, comme la déchéance de nationalité ou des sanctions pénales, on peut très bien refuser l'accès au territoire national à des gens que l'on suspecte simplement d'agir contrairement à l'intérêt national. Vous ne croyez pas au droit à la mobilité? Donc, je crois qu'on met la mobilité à toutes les sauces. Je crois la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, ça n'est pas la passe universelle. Et si elle est garantie dans le cadre européen, au départ, c'est au profit des Européens. M. Cohn-Bendit l'avait appris à ses dépens, d'ailleurs, puisqu'il avait été, ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, il avait attaqué cet arrêté d'expulsion alors qu'il était ressortissant européen, en excipant je parle des années 68 et suivantes, en excipant du fait que, bien qu'il était citoyen allemand, qu'il pouvait se prévaloir des traités qui prévoyaient la libre circulation. Mais même pour les Européens, le Conseil d'État ne s'était pas fait prier pour lui dire qu'il y avait une exception, c'était l'ordre public. Et la réserve de l'ordre public, et que le gouvernement français était parfaitement maître de décider du point de savoir qui il considérait comme susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Merci Bruno Gollnisch. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.